Quand j'étais petit, à l'école, dans les années 60, on nous faisait chanter des hymnes religieux tous les matins. C'était obligatoire. Parfois, je faisais l'andouille et je marmonnais « ba 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 ». Mais le prof s'en rendait vite compte. Il se ruait sur moi et m'ordonnait « Chante !» Et j'étais obligé de me joindre au chœur. Oh mon Dieu, qui avait tout inventé, je ne suis qu'une merde à côté de toi. Je me demande comment tu nous supportes. On ne t'est même pas reconnaissant, on mérite bien ce qui nous arrive. Si nous pouvons chanter aujourd'hui des trucs de ce genre sans en croire un traître mot, c'est grâce à Charles Darwin. Un homme dont l'œuvre se résume pour la plupart d'entre nous à une simple formule « Seuls les plus aptes survivront », dont le Parti conservateur britannique a fait sa devise. Un parti qui considère que les spécimens physiquement et intellectuellement les plus capables sont tout naturellement appelés à gouverner. Je vais essayer de vous montrer que cette philosophie est en fait aux antipodes de la véritable pensée de Darwin. La théorie de Darwin n'est pas seulement déformée, elle est aussi vigoureusement contestée par une bonne partie de l'humanité. Ainsi, selon un sondage réalisé en 1997, 44% des Américains étaient convaincus que l'homme avait été créé par Dieu au cours des 10 000 dernières années. Et en 2002, Tony Blair a apporté son soutien à une école créationniste dans le nord-est de l'Angleterre, ce qui est particulièrement préoccupant dans une région où les gens ne sont pas réputés pour leur patience et leur goût du débat. C'est moi que tu traites de chimpanzé, évolutionniste de mes deux. Darwin est né en 1809. À l'époque, l'histoire de la création contenue dans la Genèse faisait quasiment l'unanimité. Les créationnistes les plus radicaux considèrent que notre Terre est le fruit de deux événements majeurs. La création proprement dite et le déluge, décrit au chapitre 6 de la Genèse qui dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et l'Éternel dit « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Ce qui est quand même un peu dur pour les autres animaux. Certains ont dû râler. C'est quand même pas notre faute si l'homme est méchant, on n'a rien fait nous, les étoiles de mer. À l'époque donc, la plupart des gens pensaient que la Terre n'avait que quelques milliers d'années. Le vice-chancelier de l'université de Cambridge avait d'ailleurs officiellement annoncé que l'homme a été créé par la Trinité le 23 octobre 4004 avant Jésus-Christ à 9h du matin. Juste à temps pour retrouver Robert Kilroy sur la BBC. La théorie de la création avait une utilité sociale. Dans la société féodale, elle correspondait à une conception d'un univers où la place de chacun lui avait été attribuée par Dieu. L'univers était absolument immuable. Le savant Albrecht von Haller exposa en 1744 sa thèse de l'épanouissement successif des générations, sorte de poupée russe née des ovaires de cette bonne vieille Ève. Vous imaginez l'échographie à la 16e semaine? Hier ist der Magen. Ich weiß doch noch vom letzten Mal, dass ich nüchtern herkommen muss. Da sammelt sich hier Blut. Das ist ein Blutkoagel. Die anderen Organe sind soweit unauffällig. Ja. Haben maledeiten Schlaf schon schlucken müssen. Au XIXe siècle, il devient beaucoup plus facile de se déplacer et la science progresse à grands pas. La version de la Bible est de moins en moins crédible, d'autant plus qu'on commence à découvrir les restes fossiles d'espèces disparues. Certains commencent à se demander si Dieu n'a pas fait plusieurs essais de création, en se débarrassant au passage des bestioles qui ne lui plaisaient pas. La théorie des créations successives était la thèse la plus répandue dans les milieux scientifiques du début du XIXe siècle. Elle était notamment défendue par un certain Dr McCulloch, qui prétendait qu'en examinant avec attention les fossiles des espèces éteintes, on s'apercevait que ces dernières avaient le nez légèrement surélevé, tout simplement parce qu'elles avaient essayé de garder la tête hors de l'eau au moment du déluge. Il fallait y penser. Pendant qu'on y est, on peut aussi dire que certaines espèces ont les membres antérieurs décalés vers le haut pour pouvoir faire coucou aux garde-côtes. La grande figure révolutionnaire des sciences naturelles de l'époque s'appelait Jean-Baptiste Lamarck. Ce naturaliste français avait élaboré une théorie de l'évolution avant même la naissance de Darwin. Selon lui, les animaux subissaient des modifications physiques en fonction de leur mode de vie. Ainsi, le cou de la girafe se serait progressivement allongé pour lui permettre d'aller se nourrir sur la cime des arbres. Cette évolution s'inscrirait dans les gènes de l'espèce dont le cou deviendrait de plus en plus long à chaque génération jusqu'à atteindre la taille idéale.
Vous imaginez les premières girafes à long cou expliquant à leurs congénères restés à l'étage du dessous comment elles avaient fait. Le stretching, ma chère, il n'y a que ça de vrai. 2 heures tous les matins au réveil avant d'attaquer les cocotiers. Si Lamarck disait vrai, cela voulait dire que les animaux pouvaient changer en dehors de toute intervention divine. Une idée révoltante pour beaucoup de ses contemporains, comme le conservateur de la collection de coquillages du British Museum. Lamarck et ses disciples ne font que vomir des immondices presque blasphématoires et qui sont une invitation à l'imbécilité. Charles Robert Darwin est né en 1809, le même jour qu'Abraham Lincoln, dans la maison qui abrite aujourd'hui le bureau d'expertise immobilière de la ville de Shrewsbury. Héritier d'une riche famille de médecins, il fut éduqué par des précepteurs avant d'être envoyé à Édimbourg pour étudier la médecine. Mais il détestait les cours et quitta finalement l'université sans avoir obtenu son diplôme. L'un de ses professeurs lui trouva une place à bord du Beagle, un navire qui partait pour un périple de 5 ans. Le commandant, Robert Fitzroy, embaucha Darwin non pas comme naturaliste, comme on le croit habituellement, mais pour qu'il lui tienne compagnie pendant ce long voyage. Il était en effet impensable à l'époque qu'un officier de la marine de Sa Majesté puisse échanger plus de 3 mots avec un homme d'équipage nécessairement issu du peuple. L'aristocratie d'alors considérait probablement qu'appartenir aux classes populaires était une maladie contagieuse qu'il ne fallait surtout pas attraper. Fitzroy avait désespérément besoin de compagnie. Il avait en effet une trouille bleue du suicide. L'officier qui l'avait précédé aux commandes du Beagle s'était tiré une balle dans la tête lors d'une crise de folie. Et Fitzroy avait pour oncle un certain Castlereagh qui avait été ministre des Affaires étrangères et avait lui aussi mis fin à ses jours en se tranchant la gorge. Fitzroy avait très peur d'avoir hérité du gène suicidaire de son illustre tonton. Anxieux à l'idée de partir pour 5 ans, Fitzroy invite donc Darwin à bord du Beagle, le jeune homme ayant été jugé digne de lui adresser la parole. Le courant passe tout de suite entre les deux hommes, et le jeune Darwin ne tarde pas à prendre la place du naturaliste de l'expédition, un certain McCormick, qui, beau joueur, s'efface et fait sa valise. Mais les choses se corsent lorsque les deux hommes commencent à parler politique. Au détour de la conversation, Darwin déclare à Fitzroy « Il faudrait mettre quelques conservateurs comme vous dans le formol, car votre espèce sera bientôt en voie de disparition. » En termes d'évolution des espèces, cette disparition ne devrait donc pas tarder. Un soir, Darwin et Fitzroy ont une sérieuse prise de bec à propos de l'esclavage, que Fitzroy approuve alors que Darwin déclare « Mon sang bout et mon cœur tremble à la pensée de la culpabilité qui a été et qui restera la nôtre, à nous, Anglais. » Dès lors, les deux hommes ne prennent plus leur repas ensemble. Quand Fitzroy apprendra 20 ans plus tard que Darwin a élaboré sa théorie de l'évolution à partir d'observations faites lors de l'expédition du Beagle, il s'en voudra terriblement d'avoir embauché le jeune naturaliste, contribuant ainsi à répandre le poison de l'évolutionnisme dans la société. Il passera la fin de sa vie à parcourir les rues, brandissant la Bible et criant à tue-tête « La vérité est là! La vérité est là !» Rongé par le remords, il finira par sombrer définitivement dans la folie et se tranchera la gorge. Lors de son voyage à bord du Beagle, Darwin va recueillir des milliers de spécimens d'ossements et de fossiles. C'est dans les Galapagos, en plein océan Pacifique, que va se produire la révélation. Lors de son passage dans l'archipel, il remarque en effet que les tortues géantes qu'il habite sont différentes selon les îles. Il découvre également que ces reptiles ont une vessie très volumineuse qui leur permet de s'aventurer dans l'intérieur aride des îles sans se déshydrater. Lorsqu'ils ont soif, les autochtones ont d'ailleurs la coutume d'ouvrir une tortue et de lui percer la vessie pour boire son urine. Une boisson qui, selon Darwin, A un goût très légèrement amer. Il récolte également dans les Galapagos des dizaines de spécimens de pinsons. Et il constate qu'à l'instar des tortues, ceux-ci présentent de légères différences selon les îles d'où ils viennent. Des différences qui en font des espèces à part entière. Dieu a créé chaque espèce, d'accord, mais avait-il vraiment besoin d'en faire une spéciale pour chaque île ? Il s'interroge aussi sur certaines créatures remontées des profondeurs au large de l'île de Tenerife. Si Dieu n'a créé les animaux que pour satisfaire l'appétit et le sens esthétique de l'homme, pourquoi a-t-il mis des bestioles à un endroit où on ne les voit jamais ? Pourquoi le Créateur aurait-il été perdre son temps et son énergie à peupler les profondeurs de l'océan ? C'est idiot ! C'est comme si quelqu'un décidait d'aller claquer des milliards pour construire un dôme géant au beau milieu d'un terrain vague, à Greenwich par exemple. Charles Darwin se pose des questions. Je n'arrive pas à croire qu'un Dieu bon et tout-puissant ait pu s'amuser à créer une guêpe parasite, dont la seule ambition dans la vie semble être de grignoter de l'intérieur des chenilles vivantes. Il a également retrouvé des squelettes de paresseux au milieu de fossiles d'animaux préhistoriques. Or, le paresseux existe toujours, ce qui tendrait à infirmer la thèse du grand cataclysme, du déluge biblique anéantissant d'un seul coup toutes les créatures de la planète.
Il doit d'ailleurs y avoir encore chez les paresseux des vieux de la vieille qui se souviennent du temps où les ptérodactyles avaient des dents. Lorsque Darwin rentre enfin en Angleterre en 1836, les libéraux sont au pouvoir. Les conservateurs, piliers de l'église anglicane, en sont réduits à se remémorer le bon temps où le roi veillait au grain et où les privilèges étaient héréditaires. Les libéraux, eux, veulent gouverner selon les principes éthiques de la production industrielle et de la science. Et on ne devient pas numéro 1 mondial des chemins de fer et des technologies de pointe si tout ce qu'on trouve à dire pour expliquer les tremblements de terre et les fossiles, c'est « les voies du Seigneur sont impénétrables ». Selon un journaliste de l'époque, les libéraux ont modifié tant de choses qu'ils voudraient non seulement tout changer sur Terre, mais aussi chambouler les marées et mettre à bas le système solaire. Darwin explique qu'à l'intérieur de chaque espèce, chaque individu est légèrement différent des autres. Ainsi, il n'existe pas deux hommes qui se ressemblent exactement, ce qui ne nous empêche pas d'être tous des humains. Mais que se passe-t-il si l'environnement change? Imaginons par exemple une espèce se nourrissant de feuilles et vivant dans un secteur où tous les arbustes meurent soudain et où ne subsistent que des arbres à plus de 2 mètres. Seuls les plus grands individus de cette espèce vont pouvoir continuer à se nourrir et à se reproduire. Au bout de plusieurs générations, l'espèce dans son ensemble aura changé. Elle aura grandi. C'est ce que Darwin appelle la sélection naturelle. Toi, je t'aurais. Une théorie différente de celle de Lamarck. Car pour Darwin, c'est le hasard qui décide que telle ou telle espèce est mieux adaptée à son environnement et donc a les meilleures chances de survivre. Quand Darwin dit que seuls les meilleurs survivent, il entend par meilleurs ceux qui peuvent le mieux tirer parti du milieu dans lequel ils évoluent. Car si la nature avait évolué en privilégiant systématiquement les animaux les plus grands et les plus forts, il n'y aurait plus sur Terre que des athlètes de haut niveau, toutes espèces confondues. Les flamants roses auraient des molettes cyclistes, et seuls auraient survécu les perroquets les plus baraqués. Jaco, c'est un costaud! Jaco, c'est un costaud! L'élaboration de la théorie de Darwin ne se fait pas sans peine. Le grand génie a beaucoup de mal à supporter le stress. L'évolution tourne bientôt à l'obsession. Il va même jusqu'à reprendre la méthode qu'il a utilisée pour mettre en évidence les mécanismes de la sélection naturelle afin de décider s'il doit ou non se marier. Il fait un tableau à 2 colonnes. Se marier ou ne pas se marier. Elle m'aime un peu. Il dresse une liste des arguments en faveur du mariage. Avoir une compagne à ses côtés pour ses vieux jours, comme un chien, mais en mieux. Plaisir de la musique et des conversations féminines. Angoisse à l'idée de passer sa vie telle une abeille asexuée. Une manière de dire, pour un naturaliste, qu'il veut pouvoir s'envoyer en l'air de temps en temps. En faveur du célibat, il invoque les conversations entre hommes intelligents dans l'ambiance feutrée des clubs, le fait de pouvoir échapper au repas de famille. Ce qui explique peut-être pourquoi il décide finalement d'épouser sa cousine. Il a dû se dire, génial, comme sa famille est la même que la mienne, le nombre de corvées est divisé par 2. Il fait donc une cour assidue à sa cousine, Emma Wedgwood, notant au passage les effets psychologiques de la proximité de celle-ci sur sa propre personne. Le 27 novembre, le désir sexuel me fait saliver. La tendance à embrasser, voire à mordre l'objet sexuellement désiré est probablement liée à l'écoulement de la salive et donc au mouvement de la bouche et des mâchoires. Un grand romantique. En fait, Charles Darwin était essentiellement préoccupé par les conséquences potentielles de ses travaux. Il avait élaboré une théorie qui remettait en question toute la perception du monde vivant et qui le terrifiait. Pendant 20 ans, il va refuser de publier les résultats de ses recherches. De quoi avait-il peur? En montrant que la nature changeait en fonction d'événements dus au hasard, il confirmait que les espèces apparaissaient et disparaissaient en dehors de tout grand dessein divin, et que le monde pouvait évoluer sans que Dieu ait son mot à dire. Une idée extrêmement dangereuse dans l'Angleterre des années 1840, secouée par les revendications des chartistes, ces contestataires qui exigeaient entre autres le droit de vote. Le pays était au bord de la Révolution. Plusieurs intellectuels y voyaient les conséquences de la montée de l'athéisme, allant même jusqu'à dire que la Révolution française avait été le fruit du déclin de la religion. Darwin se trouvait donc confronté à un dilemme. Il devait choisir entre les conservateurs anglicans d'un côté et les rebelles chartistes de l'autre.
Il réfutait la vision anti-scientifique des premiers, mais craignait que la publication de ces théories n'apporte de l'eau au moulin des athées et n'encourage donc la révolte. Plutôt que de choisir son camp, il préféra se réfugier dans ses recherches, s'intéressant désormais à la vie sexuelle des bernaches. Un animal en tout point fascinant. Le mâle est la créature la plus négative du monde. Il n'a pas de bouche, pas d'estomac, pas de thorax, pas de membres, pas d'abdomen, et se résume exclusivement à son appareil génital. Darwin ne craignait pas seulement les implications politiques de sa théorie sur la sélection naturelle. Il avait également peur pour sa carrière. C'était un notable, un géologue de renom, un homme qui avait donné son nom à plusieurs espèces de poissons et de végétaux, et qui détenait des actions dans les chemins de fer. Faire part de ses thèses à un pie aurait été un peu comme si aujourd'hui Jean d'Ormesson annonçait lors d'un dîner mondain qu'il avait décidé de rejoindre Al-Qaïda. Il poursuit donc ses recherches pendant 20 ans, sans laisser rien transparaître. Mais le moindre incident suscite en lui une véritable panique. Eh bien, Lady Fothergill, vous prendrez bien un petit chocolat. Voyons voir, praliné, pâte d'amande. Ah, ganache, j'adore. Pour moi, c'est ça la sélection naturelle. Pas question de sélection naturelle. Vous ne voyez pas dans quel pétrin cela nous mettrait? L'orangette est immuable, elle n'évolue pas. Dieu a créé les chocolats. Qui prétend le contraire? Certainement pas moi. Tout cela va finir par le rendre malade. Il souffre de troubles psychosomatiques, frise la dépression nerveuse et se réfugie au fond de son lit. Yes, Eleanor. Is it evolution? Evolution, well said, because... Il est terrorisé à l'idée de rompre avec ses contemporains, ce qui se comprend, finalement. On s'est beaucoup interrogé sur son attitude, mais quoi de plus naturel? Imaginez que vous participez à un jeu télévisé, et qu'en réponse à une question, tous les membres de votre équipe se mettent à brailler « C'est Bruce Forsyth !» Vous savez qu'il se trompe de présentateur télé, et qu'il s'agit de Bob Monkhouse. Mais vous n'avez pas très envie de faire le malin, surtout quand le meneur de jeu annonce « Oui, c'est Bruce Forsyth !» et que toute la salle applaudit en criant « C'est bien lui !» et qu'en plus, vous voyez arriver Bob Monkhouse en personne et qui vous dit « Oui, c'est bien Bruce Forsyth !» Auriez-vous l'aplomb de lui répondre « Pas du tout, c'était vous !» Darwin estimait également ne pas avoir suffisamment de preuves de ce qu'il avançait. Il savait pertinemment que son argumentation devait être sans faille s'il voulait avoir une chance de convaincre. Il poursuivit donc ses recherches, s'efforçant notamment de déterminer, en étudiant les abeilles, si certains comportements instinctifs pouvaient être héréditaires. Il remarqua que certaines abeilles construisaient des alvéoles géométriquement parfaites, tandis que d'autres, au Mexique par exemple, pratiquaient une architecture beaucoup plus approximative. De deux choses l'une, soit l'environnement dans lequel vivaient les différentes espèces avait modifié leur comportement, soit les abeilles mexicaines n'étaient pas très douées. Auquel cas, j'entends ici la réflexion de certaines butineuses. Après 20 ans de silence, Darwin décide enfin de parler. La situation politique s'est calmée, mais deux autres facteurs vont jouer un rôle déterminant dans la publication des thèses du naturaliste. En 1851, sa fille Annie, âgée de 10 ans, meurt d'une poussée de fièvre. Ce drame fait perdre à Darwin le peu de foi qu'il lui restait en un Dieu chrétien. Toutefois, il hésite encore. Jusqu'à ce qu'en 1858, un autre naturaliste, un certain Alfred Wallace, lui fasse parvenir un mémoire. Depuis quelque temps déjà, les deux hommes s'échangent par la poste des spécimens. Cette fois, Wallace lui envoie un document dans lequel il expose une théorie presque identique à la sienne. Il aimerait le publier et lui demande son avis. Darwin est à bout. Son secret le mine et il est obligé de faire des séjours en sanatorium. Il en profite d'ailleurs pour étudier les anneaux de croissance des sapins qui poussent dans le parc de l'établissement. La lettre de Wallace va être l'événement déclencheur. À quoi bon s'acharner à protéger l'humanité d'une découverte qu'un autre s'apprête de toute façon à annoncer? Darwin écrit donc à Wallace pour revendiquer la paternité de l'évolutionnisme. Ironiquement, l'éditeur de Darwin, John Murray, n'est pas emballé par le sujet. L'un de ses collaborateurs lui conseille même de dire à Darwin d'écrire plutôt un livre sur les pigeons. Voilà un sujet qui intéresse tout le monde. Il faut encore trouver un titre. Darwin pense d'abord appeler son œuvre « Essai sommaire sur l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ». Il aurait fait un malheur comme directeur de collection. Ah, attendez, ça y est, mademoiselle Brontë, que pensez-vous de traiter sur l'aptitude du vent à faire hurler les espèces? Le livre sera finalement publié en 1859 sous le titre « De l'origine des espèces ».
En divulguant ses travaux, Darwin a l'impression d'avouer un meurtre, c'est ce qu'il affirmera. Les 1250 exemplaires du premier tirage sont tous vendus en un jour. Comme le craignait Darwin, sa bombe ne tarde pas à faire des victimes. Ainsi, en 1860, alors que son ami Huxley défend ses thèses à Oxford, Monseigneur Wilberforce, évêque de son état, lui coupe soudain la parole. Dites-moi, monsieur, est-ce du côté de votre grand-mère ou de celui de votre grand-père que vous descendez du singe? Certains objectent que pour que la sélection naturelle puisse opérer et constituer une nouvelle espèce, il faut des centaines de générations. Or, souligne-t-il, la Terre n'est pas assez vieille pour qu'une véritable évolution ait pu se produire. Darwin provoque alors un nouveau scandale dans la communauté scientifique en affirmant que notre planète est beaucoup plus âgée qu'elle n'en a l'air. Savez-vous quel est l'âge de cet objet? Je n'en ai aucune idée, c'est ma belle-mère qui me l'a donné. Me croiriez-vous si je vous disais qu'il a 300 milliards d'années? Mais c'est extraordinaire. Un passage du traité sur les origines des espèces de Darwin suscite tout particulièrement l'hilarité des créationnistes. C'est celui où il explique que les baleines sont en fait des mammifères proches des mammifères terrestres. Et pour cause. On a pu observer en Amérique du Nord que les ours noirs nageaient pendant des heures et attrapaient des insectes à la manière des baleines. Je ne vois pas pourquoi une race d'ours n'aurait pas pu devenir, à force de sélection naturelle, plus aquatique dans ses traits physiques et ses mœurs, jusqu'à finalement aboutir à la baleine. Darwin a dû se sentir comme un gamin qui vient de dire une énormité en classe. Tous les petits copains se foutent de lui. Il croit qu'un ours, ça peut devenir une baleine. Oh, le nul. Le problème, c'était de trouver les restes fossiles des animaux censés faire la jonction entre l'espèce d'avant et l'espèce d'après. « Montrez-nous un squelette de balourd », demandaient les sceptiques. On trouve encore dans les années 1980 des créationnistes comme Alan Hayward qui n'hésitent pas à déclarer: les darwinistes se gardent bien de parler de la baleine, car cet animal leur pose un problème insoluble. En effet, ce n'est que dans les années 1990 que des paléontologues découvrent au Pakistan les restes d'un animal qui ressemble à une baleine, mais présentant des traits qui le rapprochent de l'ours. Un animal qu'ils baptisent Ambulocetus natans, ce qui veut dire quelque chose comme baleine amphibie en latin. La preuve, 130 ans plus tard, que Darwin avait raison. Ce serait marrant d'appeler le type qui a fait cette découverte pour lui dire qu'on vient de retrouver un essai inédit de Darwin dans lequel il parle d'une bestiole à mi-chemin entre le lama et l'araignée. Ce qui n'empêche pas les créationnistes de s'accrocher. On peut lire par exemple dans une revue publiée par les Témoins de Jéhovah: les conclusions des évolutionnistes ne sont souvent que des hypothèses fondées sur quelques dents et des fragments d'os. Ils n'ont peut-être pas complètement tort, car sur certains points, Darwin était légèrement à côté de la plaque. Mais on peut regretter qu'il n'applique pas la même rigueur d'analyse à cette autre théorie, qui affirme que la femme a été créée à partir d'une croûte flottante, et que nos organes sexuels seraient purement décoratifs si Ève n'avait pas un jour mangé une pomme, sur les conseils d'un serpent. De l'origine des espèces ne précisait pas où se situait l'homme dans la théorie de l'évolution. Darwin craignait que le morceau ne soit trop dur à avaler en une seule fois. Il avait donc gardé cette question pour la bonne bouche. Et il y consacra son ouvrage suivant, De la descendance de l'homme, publié en 1871. Dans La descendance de l'homme, Darwin s'attache à souligner les similitudes qui existent entre l'homme et les singes. Il cite le cas d'un certain Graham qui a constaté que les babouins étaient assez évolués pour se saouler à la bière, notant: le lendemain matin, il semblait de méchante humeur. Il se tenait la tête à deux mains et affichait un air pitoyable. Darwin souligne la ressemblance des embryons de différents mammifères avec les embryons humains, remarquant au passage que les poils des bras de l'homme convergent vers le coude, comme ceux du gorille ou du chimpanzé. Il va jusqu'à écrire: nous ne savons pas si l'homme descend du chimpanzé ou du gorille. Ce qui, en 1871, a dû faire le même effet qu'une adolescente déclarant à son père qu'elle est enceinte, mais qu'elle ne sait pas si le père est Marilyn Manson ou un supporter du PSG. Toute sa vie, Darwin sera hanté par les conséquences de ses découvertes. Il refusera de soutenir publiquement l'athéisme, et plutôt que de répondre aux attaques portées contre lui et ses disciples, il se réfugiera dans la recherche, effectuant notamment une étude approfondie des mœurs du ver de terre. Il recense les lombrics de son jardin et parvient à un total de 53 767 individus pour une surface d'un demi-hectare.
Pour les observer plus à son aise, il les installe dans sa salle de billard. Les verres sont sur la table. Il les expose à la lumière et à des bruits stridents. Leur crache de la fumée dessus et demande même à son fils de venir leur jouer un peu de basson. Vers la fin de sa vie, Darwin voit apparaître un groupe de chercheurs qui détournent sa pensée pour essayer de prouver que certains êtres humains naissent inférieurs. Parmi eux, un certain Cesare Lombroso, pour qui les gens qui présentent des tendances criminelles sont également portés sur les tatouages. On peut également citer Francis Galton, un cousin éloigné de Darwin, qui va appliquer le concept de sélection naturelle aux domaines les plus variés. J'ai établi un tableau en prenant en compte divers critères de beauté féminine et en classant les jeunes filles croisées dans la rue en 3 catégories, jolies, banales ou repoussantes. Londres arrive en tête, Aberdeen, bon dernier. Galton était un adepte des théories du biologiste français Étienne Serret, qui avait judicieusement remarqué que les Noirs avaient le nombril plus haut que les Blancs, et en avait déduit, avec une logique implacable, qu'ils étaient plus puérils et donc plus bêtes. Il admirait également Gustave Le Bon, l'inventeur de la psychologie sociale, qui écrivait en 1879 « Parmi les races les plus intelligentes, comme celle des Parisiens, le cerveau de la femme est plus proche, de par sa taille, de celui du gorille que de celui de l'homme. Rencontrer une femme intelligente est possible, mais aussi improbable que de voir un gorille à 2 têtes. » Darwin n'était pas d'accord avec ceux qui invoquaient le principe de la survie des plus aptes pour justifier les inégalités de la société humaine. Loin de considérer que les personnes qui se trouvaient en bas de l'échelle sociale ne devaient s'en prendre qu'à elles-mêmes, il estimait que si la misère de nos pauvres est causée non pas par les lois de la nature mais par nos institutions, notre faute est immense. Il pensait même que l'espèce humaine avait survécu dans la nature en faisant preuve de solidarité avec les plus faibles. Pour lui, l'humanité ne pouvait pas être le fruit de la survie des plus forts. Les plus braves, ceux qui sont toujours prêts à se battre en première ligne, sont aussi ceux qui périssent en plus grand nombre. L'Église a fini par s'adapter aux thèses de Darwin, et la plupart des prêtres considèrent aujourd'hui que la Bible ne doit pas être prise au pied de la lettre. Jolie pirouette. Imaginez un accusé devant ses juges. L'enquête a prouvé que son témoignage était totalement faux et son alibi ne tient plus. Pas de problème, vous savez, monsieur le juge, quand j'ai dit que j'étais au cinéma le soir du meurtre, il ne fallait pas prendre ça littéralement, c'était une métaphore. Le génie de Darwin a été de voir dans le monde qui nous entoure ce qu'aucun autre avant lui n'avait vu et d'en proposer une explication que les découvertes faites aujourd'hui, 160 ans plus tard, continuent de confirmer. Il est donc temps que Darwin prenne enfin la place qui lui revient, et que les hymnes qu'on vous force encore à chanter dans certaines écoles parlent vraiment de tout ce que Dieu a créé, y compris la guêpe parasite. Including the parasitic wasp.